Le traitement du silence n'est pas du silence. C'est vraiment communiquer que tu ne comptes pas. Tu n'es rien. Même la neutralité est déstabilisante. Ama Karikari a passé pendant plus de 15 longues années à vivre avec une situation particulière que beaucoup de femmes reconnaîtront immédiatement. Et en même temps, elle construisait une carrière réussie, enseignait la communication, donnait des conseils à des dirigeants et aidait d'autres personnes à gérer des situations et des conversations difficiles. Pour le 15e anniversaire, le traitement du silence a recommencé. Et c'était comme si je me réveillais d'une transe. Pendant plus de 15 longues années, j'ai tourné désespérément en rond. J'ai finalement compris que tout cela était en réalité fait exprès. Si quelqu'un à qui tu donnes absolument tout te fait comprendre que tu ne représentes absolument rien à ses yeux, alors que fais-tu de ça? Je voudrais commencer par partager une petite histoire. Une chose que j'ai réalisée, c'est que il y a tellement d'expériences que nous avons en commun. Et parfois, ces expériences sont tellement courantes qu'on finit presque par ne plus y penser. On finit presque par les banaliser. Je me souviens très précisément de la toute première fois où quelqu'un a soudainement arrêté de me parler. Ou, comme on dit souvent chez nous, m'a carrément fait la tête. Je me souviens avoir paniqué. Je les appelais encore et encore, sans réponse. Et je croyais vraiment qu'il leur était arrivé quelque chose, ou peut-être qu'ils étaient à l'hôpital. À l'époque, je ne réalisais pas qu'ils avaient simplement décidé de ne plus me parler. Je sais que beaucoup de femmes peuvent se reconnaître là-dedans. Je suis sûre que beaucoup de femmes voient de quoi je parle. Elles ont connu ce silence, cette attente, à se demander ce qui s'est passé, à essayer de réparer quelque chose alors qu'on n'est même pas sûr de quoi il s'agit. Quel est le problème? Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que comme c'est tellement courant, on n'a pas tendance à réfléchir à l'impact que ça a, pas seulement émotionnellement, mais aussi concrètement et professionnellement. Combien d'attention cela prend-il dans votre vie? Combien de vous-même emportez-vous dans des pièces où personne ne sait ce que vous traversez? Parce que ce qui se passe dans notre vie personnelle ne reste jamais là. Bien rangé dans des cases de vie privée, ça finit toujours par ressortir quelque part. Et c'est ce qui m'a fasciné chez l'invité d'aujourd'hui. Ama Karikari a passé 15 ans à vivre avec quelque chose que beaucoup de femmes reconnaîtront immédiatement. Et en même temps, d'ailleurs, Ama est une vraie battante. Elle construisait une carrière brillante, enseignant la communication, le conseil et le leadership, et aidant les autres à naviguer dans des situations et des conversations difficiles. Ama, bienvenue. Bienvenue dans Ne te laisse pas tromper par le sourire. Merci, merci. Je suis rate et dépression. Je suis très reconnaissante d'avoir l'opportunité de partager avec votre public et avec vous. Je suis aussi très heureuse que tu partages avec nous. J'aimerais commencer simplement en te posant cette question toute simple. Tu sais, j'ai parlé du fait que la première fois que quelqu'un a arrêté de me parler, j'appelais carrément les hôpitaux. Je pensais qu'il était arrivé quelque chose. Ouais, c'était ma situation. Mais je voulais revenir à toi. Donc, ramène-moi au moment où ça t'est arrivé pour la première fois. C'est au moment où tu as enfin réalisé que ce comportement n'était pas juste un simple désaccord, mais que c'était tout autre chose. Waouh. Eh bien, je n'avais jamais vraiment connu le silence radio avant mon mariage. Et c'était au tout début de mon mariage. Donc, Mon ex et moi, on a eu 2 mariages. Le premier, c'était le mariage coutumier, la cérémonie de la dot. Et puis 1 an plus tard, on a fait le mariage en robe blanche. Mais en fait, lors du mariage coutumier, on s'est marié légalement. Il y avait un révérend et on s'est marié. Et donc, ça s'est passé à New York. Je passais des entretiens dans des cabinets d'avocats. Donc, on n'avait pas beaucoup de temps. On est parti en lune de miel dans un endroit, dans les Poconos, qui s'appelle le Pays de l'amour. Et bien sûr, c'est une lune de miel. Je suis excitée, je suis heureuse. C'est un endroit magnifique, bing bing carte postale. Et puis, à un moment donné, mon ex a demandé qu'on ait une intimité physique dans un endroit que je considérais pas comme privé. Alors je dis non, puis je montre notre chambre d'hôtel, qui est juste à l'étage, et je dis allons en haut. C'est juste là. Et c'était comme sorti de un film d'horreur. L'énergie. Ses yeux ont comme vacillé, et l'ambiance a changé.
Et il y avait toute cette colère et cette malveillance, et cette personne a arrêté de me parler. C'est la lune de miel, là où t'es censée être excitée, et censée être heureuse. Et je suis passée en mode panique. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Allons juste à l'étage. Je suis là à parler et parler, essayant de faire en sorte que cette personne se reconnecte. Et cette personne, c'est juste cette dureté, cette froideur, cette colère, cette hostilité, une vibration. Je prie Dieu, même si je l'ai vécu encore et encore, je prie Dieu plus jamais ça. Et maintenant, je sais qu'il faut fuir cette vibration. Sauve-toi, cours pour ta vie. Et là, Mais combien de temps ça a duré? Bien sûr, vous étiez en lune de miel. ça n'a vraiment pas duré. Je dirais que ça a duré des heures et des heures. Je pense pas que ça ait duré jusqu'au lendemain matin, mais ça a duré de nombreuses heures. On va dîner et on est là au restaurant. Normalement, ils étaient censés nous placer avec d'autres couples. Et la veille au soir, on s'était assis avec d'autres couples et on avait discuté. Mais cette fois, il a dit au serveur qu'il nous fallait une table à part. Donc on est là, à notre propre table. Il n'y a pas d'autres couples. Et je me suis mise à pleurer à chaudes larmes. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je pleurais simplement parce que l'énergie était tellement toxique et que tout avait changé. Et je comprenais pas ce qui se passait. Oh, c'est comme, écoute, c'est la lune de miel. Clairement, il va y avoir de l'intimité. Tout ce que je dis, c'est montons à l'étage. Pourquoi y a-t-il cette colère, cette hostilité et cette brutalité soudaine? C'était vraiment horrible. Ah, c'était horrible. Je peux bien imaginer. Je veux dire, c'était la première fois que ça t'arrivait. Je sais pas pour toi, mais je me souviens avoir dit, tu sais, oh, ça peut plus jamais arriver. Et en fait, au lieu de durer quelques heures, c'est devenu des jours, des semaines, puis des mois. Ouais. Donc ça a juste empiré progressivement. Je suppose que ma question pour toi, c'est comme c'était la première fois que ça t'arrivait. Évidemment, tu n'avais pas de mots ou de nom pour ça à l'époque. Mais quand tu en as parlé à des amis, des tantes ou à la famille, en disant, tu sais, il m'est arrivé ça, et quelle a été leur réaction? Alors, je suis vraiment contente que tu abordes ce sujet. Il y a une expression pour ça dans une émission. Je crois que c'est Democracy Now. C'est un peu comme la démocratie meurt dans l'obscurité. C'est une emprise sur nos relations. La violence prospère dans l'ombre. En général, ce sont pas des choses que tu vas raconter au monde entier. Je vais dire, le fait d'en être arrivé au point d'écrire tout un livre et de partager ces choses me dépasse encore aujourd'hui. À l'époque, je partageais surtout ces choses avec ma mère et ma sœur. Tu gardais tout assez privé. Ça mettait mon ex en colère. Il s'énervait contre moi. Pourquoi raconter nos histoires à ta mère? Pourquoi tu parles toujours à ta sœur? Pourquoi tu la racontes toujours tout? Je n'en parlais pas à mes amis car c'était trop embarrassant. Donc je leur ai dit, gardez Ça dans la famille. Gardez. ça dans la famille. Et même si, tu vois, j'avais des ennuis, en quelque sorte, rien que pour leur en parler, elles ne disaient pas que c'était de la maltraitance. Je veux dire, ça, donc c'est arrivé pendant la lune de miel, mais ça a continué après. Ça continuait encore et encore. Je dirais que c'est arrivé facilement 4 fois, dont je me souviens. 3 ou 4 fois avant le deuxième mariage. Donc, je veux dire, ça arrivait tout le temps. Et j'en parlais à ma mère. Et la seule chose qu'elle disait, c'était qu'elle savait que c'était mal. Et elle disait, est-ce que l'ego de cet homme est aussi fragile qu'un œuf? Comment quelqu'un peut-il se vexer aussi facilement? Et elle me disait tout le temps que tout cela n'avait absolument aucun sens, parce que je ne suis vraiment pas quelqu'un de difficile à vivre. Je suis pas quelqu'un de colérique. Je suis pas une personne abusive. Je n'insulte pas les gens. Et ils voyaient comment j'étais avec eux. Bonjour mon cœur. Comment vas-tu mon cœur? Très affectueuse, attentionnée, voici ton assiette, blablabla. Donc c'était au-delà de leur imagination que cela puisse arriver à quelqu'un qu'ils voyaient, Que cela puisse vraiment arriver. qui était traité avec autant d'amour. Et ils connaissaient ma personnalité. Et je leur disais ce que j'avais fait de mal. Et ils me répondaient, ce n'est pas mal. Donc on est tous perplexes face à ça. On est confus. On réfléchit à ça en termes de santé mentale. Pas d'abus. Maintenant, je sais que la plupart des gens sont en grande partie confus à propos de l'abus. Ils pensent que l'abus, c'est la perte de contrôle. Ils pensent que lorsqu'un homme frappe sa femme, il a perdu le contrôle. Il n'a pas perdu le contrôle. La violence était l'exercice du contrôle. Les contrôles, oui. C'est un outil pour contrôler. Ce n'est pas un problème de dérégulation émotionnelle, parce que ces mêmes personnes vont très bien dans la vie. Elles vont très bien dans la vie. Il y a des moments où cette personne était à son travail. Et ils ont dit,
Au lieu de faire la présentation dans la salle de conférence A, on l'a fait dans la salle de conférence D. Et personne n'a perdu son sang-froid. D'accord. Alors pourquoi quand une femme dit au lieu d'ici, allons dans notre chambre? Et tout à coup, c'est la fin du monde et la personne fait la tête. N'est-ce pas? Donc, Personne autour de moi ne savait que je leur parlais. Et eux non plus ne le savaient pas. Je parlais à des thérapeutes, des conseillers, des pasteurs, des gens où j'espérais qu'ils sauraient et ils savaient pas. Donc non, j'en ai surtout parlé à ma mère, ma sœur, nos deux conseillers conjugaux. L'un d'eux était le pasteur qui nous a mariés, l'autre qui était comme un ami, aussi un diplômé d'Yale en théologie. Il a aussi un master ou un doctorat en théologie. Aucun d'eux n'a dit que c'était de la maltraitance. c'est vraiment une mauvaise chose. Alors, si nous changeons un petit peu de sujet maintenant, parce que ce que j'essaie de bien comprendre, c'est que toutes ces choses sont en train de se produire dans ta vie personnelle, mais tu vas travailler, n'est-ce pas? Chaque matin de bonne heure, comme si absolument rien ne se passait vraiment à la maison. Et je pense qu'au début de notre séance, j'ai parlé du fait que, tu sais, ta vie personnelle n'est pas forcément enfermée dans une petite boîte, n'est-ce pas? Qu'on te mette un peu de côté. On a souvent cette idée reçue qu'on peut compartimenter absolument tout dans notre vie. Et j'essaye désespérément de bien comprendre deux choses, tu vois? C'est-à-dire, la dure réalité quotidienne à la maison, dans une certaine mesure, finit parfois par semer le doute dans tes propres yeux. Je veux dire, tu viens de mentionner que tout le monde se demande, tu sais, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il agit comme ça? Et j'imagine que ça te pousse aussi à te remettre en question, d'une certaine manière. Alors, comment as-tu gardé confiance dans tes décisions professionnelles? Et puis, la deuxième chose que je voulais savoir, c'est comment tu te présentais à cette époque-là? Par exemple, si je t'avais rencontré pour la première fois pendant cette période, qu'est-ce que j'aurais remarqué ou qu'est-ce que je n'aurais pas vu, toi, sur le plan professionnel? Bien sûr. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que, premièrement, il faut être honnête avec soi-même. Où que tu ailles, t'es toujours là. Où que tu ailles, t'es toujours là. On n'échappe jamais à soi-même. Et donc, oui, tout à fait, absolument. Ça n'a pas vraiment eu d'impact direct sur ma carrière et ma vie professionnelle, dans le sens où je n'étais pas forcément triste quand j'étais au bureau. Mais honnêtement, j'essayais tant bien que mal de faire bonne figure en permanence. C'est exactement comme le nom de ton podcast le dit si bien, non? Donc, bien sûr, il y avait cette tristesse, cette énergie négative, ce sentiment de déprime. Mais je dirais que cela a surtout eu un impact quand j'ai pris un rôle plus entrepreneurial. Avant, je travaillais chez Cleary Gottling, dans l'équipe à Hamilton, quand tout cela a commencé. Ensuite, j'ai travaillé en interne comme conseillère principale chez Citigroup, où je m'occupais de la communication financière des entreprises. Je- Je vous avais dit qu'elle était une vraie machine. Je vous l'avais dit. Donc quand j'ai finalement décidé de me lancer à mon compte, de devenir consultante en diversité et inclusion, de me lancer dans la formation, dans la communication, je dirais que, tu l'as un peu évoqué dans l'intro, il y a une énergie que je pense qui me manquait, mais que je ressens maintenant. Disons que j'anime un programme sur la communication intentionnelle. J'anime un programme sur la diversité, l'équité, l'inclusion, et j'exhorte les gens, je les supplie de ne pas laisser leur peur de potentiellement dire quelque chose de mal, d'utiliser le mauvais pronom, les freiner. Parce que je suis quelqu'un qui dit qu'il faut faire preuve de bienveillance les uns envers les autres. Ne laissez pas cette peur vous empêcher d'offrir des opportunités à des personnes qui ne vous ressemblent pas. Parce que si on s'arrête, si tous les hommes blancs disent j'ai peur de dire quelque chose de mal parce que cette personne est une femme, j'ai peur de dire quelque chose de mal parce que cette personne est une femme noire, ou que cette personne est noire ou d'origine latino-américaine. Alors, les personnes issues de la communauté noire, les femmes de tous horizons, et ainsi de suite, n'auront malheureusement pas d'opportunités réelles dans ce contexte. Parce que, dans la plupart des cas, ce sont les personnes blanches plus âgées qui gèrent ces opportunités. En tant qu'associés, directeurs généraux, ou peu importe. Donc, j'encouragerais vraiment les gens à faire preuve de courage. Pendant ce temps-là, je pouvais rien dire dans ma vie personnelle. Et c'est moi qui faisais les présentations. Je me souviens même, pendant la pandémie, sur Zoom, des présentations à l'appel après le meurtre de George Floyd. Et je me souviens d'être là, à dérouler mes slides, en me disant, je ne peux pas parler à cette personne dans la pièce d'à côté. Parce que je marche constamment sur des œufs à propos de tout. Et tu sais, toute cette idée de toujours se remettre en question.
Donc la première fois, c'était pour la lune de miel. La deuxième fois, c'était quand? C'était le moment d'envoyer des cartes, de remercier les gens pour les cadeaux qu'ils avaient offerts pour le mariage traditionnel. Et donc, il arrive avec ses cartes papyrus, de très jolies cartes de remerciement papyrus. Et moi, j'avais toujours voulu des cartes avec des photos. Genre, j'avais ma belle tenue et mon énorme collier de fleurs. Youpi! Je voulais une carte de remerciement avec une photo. Donc, il arrive avec ça et je lui dis, oh, mais je voudrais vraiment des cartes avec des photos ou quelque chose comme ça. Arrête de me parler. On va divorcer avant même d'avoir commencé. C'est son deuxième traitement du silence. Je me remets en question. Ama, j'avais pourtant dit que je voulais vraiment des cartes avec des photos. Bon, je n'ai pas dit personne affreuse. Oh, je te déteste. Je le savais. Ça peut être tout ça. Ben, Je suis là, genre, je veux vraiment des cartes avec des photos. J'insiste, je veux des cartes avec photos. Je suis là, à parler. T'imagines? Encore et encore. en boucle, tu revis toute la scène. Mais, Ouais. en essayant de comprendre quoi? Parce que ça m'avait aucun sens. Pourquoi quelqu'un serait fâché et arrêterait de me parler juste parce que j'ai demandé des cartes de remerciement avec des photos? Et je suis tellement reconnaissante pour les réseaux sociaux aujourd'hui et pour les autres femmes qui partagent leurs expériences tout aussi incroyables. Parce que je pense que si j'étais la seule à en parler, les gens croiraient que j'invente tout ça. After, ça défie toute logique. Donc voilà les deux façons dont je dirais. Premièrement, il y avait ce sentiment sous-jacent d'hypocrisie. Donc, je pense que l'énergie que j'apportais à mon travail en tant qu'entrepreneur Ben, atténuée parce que je n'étais pas dans cette intégrité. Et je vais donner un autre exemple, même juste un jour où je parcourais un livre sur les compétences sociales avec mes enfants. Et le livre sur les compétences sociales avait tout un chapitre sur la confiance, l'amour de soi et l'estime de soi. Et donc ils me disent, maman, ces petits à l'époque, disons qu'ils avaient 10 ans, tu sais, 8 ans, maman, mais quel rapport entre l'estime de soi, l'amour de soi et ce livre sur les compétences sociales contre le harcèlement? Et j'ai répondu, parce que quand tu t'aimes, tu ne laisses pas les autres te maltraiter. Waouh. euh, Là, je me sens prise en défaut parce que je me permets d'être maltraitée. tu te permets. Je me fais harceler tous les jours. Ouais. Tu sais, lors de notre introduction, l'une des histoires dont tu m'as parlé et qui m'a vraiment marqué, c'était ta candidature à un poste. Encore une fois, allez voir Ama sur LinkedIn, s'il vous plaît. Elle est vraiment, vraiment incroyable. Je crois que ce qui m'a marqué, c'est l'idée qu'une campagne, c'est avant tout une question de communication, non? Et quand tu te présentes à une élection, c'est la visibilité. C'est être présent chaque jour pour demander aux gens de croire en toi. Et pourtant, d'un autre côté, tu portes ce fardeau. Comment as-tu fait? Je pense que, tu sais, au-delà du travail, l'idée de se présenter à une élection et de devoir, tu sais, aller parler aux gens et être constamment dehors. Tu sais, parler sans cesse de toi-même et qui tu es. Et derrière tout ça, il y a cette chose, tu vois. Comment as-tu géré ça? Comment as-tu fait? C'était tellement difficile. C'était l'horreur. On a subi le silence total. Mais Très souvent, cela s'accompagne généralement, disons, de toute une série de divers comportements humains. On pourrait dire qu'il y a tout un psychogramme peut-être de la façon dont cette personne te traite. Et une partie de ça, c'est aussi un manque d'aide et de soutien. Donc, je me souviens de tellement de fois où je voulais juste un peu d'aide, de l'aide avec les enfants. Se présenter à une élection, c'est l'une des choses les plus difficiles que quelqu'un puisse faire. Tu te lèves tôt, tu sollicites les gens, tu fais du porte-à-porte, etc., etc. Et avoir deux jeunes enfants, à l'époque, mes enfants avaient 7 et 5 ans. Et ne pas avoir quelqu'un de soutien. Une personne pour s'occuper d'eux et savoir qu'ils vont bien. Heureusement, ma mère était encore en vie à ce moment-là et elle m'a aidée. Mais c'était vraiment épuisant parce qu'il y avait cette culpabilité. C'est dur de savoir que parfois mes enfants n'étaient pas du tout bien pris en charge parce que cette personne n'était pas vraiment impliquée. Mais en plus, je dirais qu'un jour, aussi clairement que le jour, je suis rentrée chez moi et la tension était toujours tellement lourde. épaisse. Je me souviens que ma sœur, une fois, est venue à la maison à cette période et m'a dit, Ama, tout le monde bite de tout ça. Je rentre juste dans la maison et je ressens cette tension. À quoi ça sert? C'est juste pour avoir un autre corps chaud dans la maison? Pourquoi t'es mariée? La tension était si forte. Mais un jour, en rentrant, c'est devenu une évidence, comme un signe de Dieu. Je vais pas gagner ça. Je ne vais pas gagner parce qu'il n'y a aucun moyen pour moi d'avoir ce rôle puissant, ce rôle d'empowerment, en étant la première femme et la première personne de couleur. Occuper le poste de contrôleuse pour l'ensemble de la collectivité du comté,
alors même que j'ai une position aussi largement dévalorisée et négligée au sein de ma propre maison. Ah, je savais juste que ça m'allait pas arriver. Et j'ai fini par perdre la primaire démocrate avec 5 points de retard. Je vais dire, je le savais, tout simplement. Parce que, encore une fois, c'est une question d'énergie. Si la personne avec qui tu dors, avec qui tu partages littéralement ton corps 3, 4 fois par semaine, c'est quelqu'un pour qui tu prépares des repas, quelqu'un dont tu as porté l'héritage sur cette terre, t'as mis au monde 2 de ses enfants. Si cette personne te maltraite autant, je tiens à le dire, le traitement du silence n'est pas silencieux. Ça communique vraiment que tu n'es qu'une MERBE. Tu ne représentes rien, tu n'es rien. C'est exactement ce que ça communique. Si quelqu'un à qui tu donnes tout dans ce sens-là te fait comprendre que tu n'es qu'une MERDE, alors où vas-tu avec ça? T'en sais quoi? Et là, voilà. Je veux dire, c'est très intéressant ce que tu dis. Et j'allais justement parler du soutien. C'est important, Ada. Mais comme tu l'as évoqué, maintenant, on peut rester sur ce sujet. Tu sais, quand on a parlé, je me souviens de l'histoire du mari de Ketanji Brown Jackson. Ouais, tu te vois, peut-être que tu veux partager ça. Il y a une question que j'aimerais poser ici. Oh nana, je veux dire, c'est la rêve de toutes les femmes. Tu sais, les gens parlent de la prière de Ciara ou de la prière de Gabouré Sidibé. Comment ces femmes ont trouvé des hommes vraiment bien? Aimants. Personnellement, ce que je veux vraiment, c'est la prière de Ketanji Brown Jackson. Quand je l'ai vue dans l'émission The View et que son mari était là à ses côtés, portant fièrement des chaussettes avec sa photo dessus et qu'elle a raconté toute cette histoire, c'est incroyable car il l'avait littéralement prophétisé. Et avant même qu'elle n'ose rêver que ça devienne réalité, il n'arrêtait pas de lui dire « Tu seras juge à la Cour suprême. Tu deviendras juge à la Cour suprême. Tu seras juge à la Cour suprême. » Elle a aussi raconté qu'avant même qu'il se marie, elle est allée rendre visite à sa famille et elle avait peur. Elle s'est dit « Oh là là, peut-être que ses parents ne vont pas l'apprécier. » Sa grand-mère était censée payer ses études de droit, mais il se pouvait que la grand-mère refuse de les payer s'il épousait une femme noire. Et il lui a dit « Quoi qu'il arrive, c'est toi que je choisis. » C'est exactement le type d'amour que nous recherchons tous, et c'est celui qui est juste. America. Et c'est le conte de fées qu'on a vendu à beaucoup de femmes, mais on leur a donné un cauchemar. On leur a vendu un conte de fées, mais on leur a donné un cauchemar. Quand tu es avec quelqu'un qui ne te soutient pas. Je t'ai raconté l'histoire de quand je me présentais à une élection et qu'il y avait ce grand et magnifique rassemblement chez moi. Nous avions, disons, 30 ou 40 personnes, des soutiens dans notre salon, en train de parler de la campagne, etc. Et mon ex avait emmené les enfants à une fête d'enfants, puis revenu. Mais au lieu de venir dans la pièce et dire bonjour à tous, merci beaucoup de soutenir Ama, elle va gagner cette campagne. Et c'est grâce à vous. Au lieu de ça, bon, tout le monde n'est pas capable de parler en public. Il n'est même pas venu s'asseoir dans la pièce. Au lieu de ça, il est resté dans la chambre. Et quand je suis allée dans la salle de bain attenante pour l'utiliser, il m'a demandé y a-t-il à manger là-bas? J'ai besoin d'une assiette. Et je suis allée lui chercher une assiette et je la lui ai donnée dans la chambre. Et je veux vraiment partager ce message important aux femmes, car j'ai la conviction profonde que je pense pas que je m'attendais à un tel degré de soutien inconditionnel de la part du mari de Ketanji Brown Jackson. Je pense pas n'avoir jamais vu. Et Tout ce que j'en ai vu, c'est à la télévision. Donc je pense pas l'avoir jamais vu en vrai. Mais je m'attendais certainement pas à un tel niveau de dénigrement. Mais je veux garder ceci. Le simple fait de rester neutre est en réalité une forme subtile de dénigrement. Si nous ne parvenons pas à trouver des maris qui nous soutiennent de manière inconditionnelle, même lorsqu'ils prétendent pourtant être soi-disant neutres, ils nous sapent. Il n'y a pas de neutralité ici, tu sais. Soit t'es pour ta femme, soit t'es contre elle. En ne faisant rien, t'es contre. Nous devons relever nos exigences. nous devons relever nos exigences. Je pense qu'une autre chose pour moi, et honnêtement, après notre conversation, j'y ai vraiment beaucoup réfléchi. J'en ai même parlé à des gens. Et la question avec laquelle je suis repartie, c'est, on parle toujours du manque de soutien, non? C'est précisément de ce sujet-là, précisément dont tu viens tout juste de parler. Et quelles pourraient bien en être les conséquences réelles et directes. Mais je ne suis pas seulement en train de réfléchir profondément à la perte, mais aussi à tout ce qui aurait pu être possible si j'avais agi différemment à ce moment-là. Le soutien, n'est-ce pas? Alors, si l'on se penche sur ta situation,
quelles auraient bien pu être les conséquences concrètes et les retombées s'il t'avait vraiment soutenu de manière active pendant toute la durée de ta campagne? Est-ce que ces 5 points de pourcentage auraient pu être rattrapés? Tu ne le sauras jamais, n'est-ce pas? Et je pense que c'est aussi un sujet dont on ne parle pas. Tout comme l'idée d'un manque de soutien, nous pouvons constater de manière tout à fait évidente ce que cela a provoqué. Mais nous ne prenons pas non plus le temps de réfléchir à ce qui aurait pu exister et qui n'a jamais pu voir le jour en raison directe de ce manque de soutien flagrant. Et pour les femmes professionnelles, donc là, tu te présentes à une élection publique. Avant cela, tu étais dans l'un des plus grands cabinets d'avocats. Le concept d'un véritable soutien structurel au leadership constitue un pilier tout à fait fondamental. Ce n'est pas simplement un petit avantage supplémentaire, tu vois. Le soutien est vraiment essentiel. Et quand tu décides de te marier, on part automatiquement du principe que le soutien mutuel, c'est vraiment partie intégrante du package. Donc j'aime beaucoup ce que tu as dit à propos de la neutralité. En fait, cela signifie tout simplement que tu es absolument contre parce qu'en prononçant solennellement ces vœux et en décidant de te marier avec moi, tu pars du principe fondamental que tu vas pleinement me soutenir quoi qu'il arrive. Tu vas me soutenir. On est ensemble dans cette aventure. Et c'est un aspect absolument crucial pour les femmes qui ont de grandes ambitions. C'est quelque chose que je répète sans cesse aux jeunes femmes quand elles sont à la recherche, tu sais, d'un partenaire, pour qu'elles s'assurent de choisir quelqu'un qui sera un véritable soutien au quotidien. C'est probablement la chose numéro 1 à laquelle tu devrais penser. Oui, absolument. Absolument. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que beaucoup d'entre nous n'ont pas de modèle. C'est qu'ainsi que l'on se retrouve finalement dans des relations qui sont clairement un peu moins satisfaisantes. À vrai dire, un mois dans nos vies. Mais comme on n'a jamais vu de plus, on s'en rend même pas compte. On s'en rend même pas compte. Et c'est terrible. Je veux dire, quand tu parles des jeunes femmes, tellement de femmes. Je me souviens quand j'étais petite fille, peut-être, quel âge? Peut-être 4 ans, 5 ans. Et je voyais ma mère. Ma mère était infirmière obstétrique et travaillait de 19 à 9, à 7 heures du matin. Au moins 3 nuits par semaine. Donc des gardes de 12 heures, au moins 3 fois. Et puis un week-end sur 2, très souvent, il y avait des heures supplémentaires. Et je me souviens qu'elle faisait tout ce travail-là et en plus tout le travail à la maison. Elle cuisinait aussi, elle faisait aussi le ménage et c'était aussi la principale personne qui s'occupait de nous. Et je me souviens avoir pensé, je ne veux pas être une femme. Vraiment, j'ai pensé ça. J'ai dit, je ne veux pas être une femme parce que c'est trop de travail. Oui. C'est trop de travail. C'est devenu normalisé pour beaucoup d'entre nous. Et c'est trop de travail sans l'attention, sans le « Oh, ma chérie !» Enfin, ça a tellement dans le goût. Oh, les aînés au ton. Non, sans avec presque une sorte de... Quel est le mot? Un sentiment de droit mêlé à du ressentiment. Oui, c'est tout à fait ce à quoi on s'attendait. Je veux dire, est-ce que cela ne te renvoie pas systématiquement, encore une fois pour toi, à cette idée fondamentale que, en tant que femme, dans notre quotidien, on doit toujours trouver comment tout compartimenter? D'accord. Mais la question que je me pose toujours, c'est est-ce qu'on compartimente vraiment? Et ce matin, comme je te l'ai dit, j'ai voulu parler à quelques autres femmes pendant que je me préparais pour la conversation d'aujourd'hui. Et j'avais une amie, c'est une histoire complètement folle. J'avais une amie très proche qui a malheureusement aussi vécu exactement la même chose dans sa propre relation. Tu vois tout à fait ce que je veux dire? Son partenaire, à cette époque-là, arrêtait systématiquement de lui parler pour la moindre petite raison, complètement insignifiante. Et comme tu peux très bien l'imaginer par toi-même, tu sais, c'était devenu quelque chose de vraiment pesant au quotidien. C'est un peu comme ce dont on parlait. Au début, c'était je ne te parle pas pendant quelques heures. Puis c'est devenu je te parle pas pendant quelques jours. Et puis ça durait des semaines, voire des mois. Et une chose qu'elle m'a dite, c'est que elle avait tout bonnement choisi de désactiver les accusés de lecture sur son application WhatsApp parce qu'elle ne voulait vraiment pas savoir si les gens étaient en train de l'ignorer. Laisse ça résonner une seconde, d'accord? Donc elle a véritablement tout mis en œuvre pour s'adapter du mieux possible à cette situation afin de tenter de se préserver de la souffrance. Et la conversation dont je veux parler à propos de la compartimentation, parce que très souvent, on dit aux femmes qu'on est très doué pour mettre les choses dans des cases. Je lui disais, d'accord, tu as désactivé tes accusés de lecture. Mais la réalité, c'est que, tu sais, si tu as un partenaire, tu as quitté ta maison, tu es parti travailler,
et nous avons des métiers importants. J'imagine que tu vérifies ton WhatsApp toutes les 5 secondes, non? Est-ce qu'il a répondu? Est-ce que c'est marqué comme lu? Est-ce qu'il y a maintenant 2 coches au lieu d'une? Tu es en réunion, tu vérifies. Tu es en réunion de direction, tu vérifies. Tu es entre 2 réunions, tu vérifies. Toute cette attention et cette énergie font que tu es à moitié concentré sur ton travail. Et donc, même si nous avons l'impression d'être bien présents au travail et d'accomplir nos tâches quotidiennes, en réalité, nous ne parvenons pas à donner le meilleur de nous-mêmes. À cause de tout cela, De cette chose. qui se passe à la maison, dans notre vie personnelle. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que pour certains d'entre nous, on croit parfois qu'on fait un meilleur travail. Parce que je sais que pour moi, il m'est arrivé de me dire, oh, la maison, c'est tellement horrible. C'est comme si le travail était mon exutoire pour m'exprimer, être moi-même, être pétillante et heureuse. Ce qui, dans une certaine mesure, explique pourquoi mon sourire trompait les gens. Par exemple, maintenant, je fais des TikTok sur ces sujets, ainsi que des publications sur Instagram et Facebook, et quelqu'un a laissé un commentaire. Maman, je t'ai connue à cette époque-là. Jamais, même en 1 million d'années, je n'aurais deviné. Cathy, J'endurais de telles épreuves. Donc, je comprends. À un certain niveau, parfois on pense même qu'on peut être encore plus présent parce que c'est là qu'on met toute notre énergie. Mais je voudrais te rassurer, il y a une limite à cela. Il y a une limite à cela. Parce qu'à un moment donné, faut reconnaître que partout où tu vas, t'es toujours là. Et si tu es quelqu'un qui tolère autant de dysfonctionnements, de mauvais traitements, d'abus, d'horreur dans ta vie personnelle, alors tu restes cette personne-là. Et tu sais que tu es personne. tu sais que tu es cette personne qui est une imposture et qui ne se défend pas, qui ne défend pas ses droits en tant qu'être humain, sa dignité humaine. Tu sais toujours que tu es cette personne. Et c'est pour ça que divorcer a été l'une des plus grandes choses que j'ai jamais faites dans ma vie. En termes de réalisation personnelle, bien plus que tous ces trucs, comme un tiret dans des écoles de l'Ivy League. C'est le fait d'avoir eu cette énergie, cette confiance, cette foi en Dieu pour lâcher quelque chose qui me faisait du mal. Ça, pour moi, c'est vraiment ma plus grande fierté. Une chose qui m'a vraiment marquée quand on a discuté ensemble, c'est que tu as évoqué ce moment précis où tu étais à la bibliothèque. Tu étais tellement déterminée, absolument résolue à trouver une solution concrète pour ton mariage, n'est-ce pas? Et tu passais tout ton temps à faire toutes tes recherches approfondies pour bien comprendre, tu sais, exactement ce qui se passait et ce que tu pourrais essayer de faire différemment. Comment est-ce que je mets un nom là-dessus, tu vois? Et tu as parlé du fait que tu étais dans la mauvaise section de la bibliothèque. Donc, je suppose que ma question, c'est qu'est-ce qui a finalement fait tilt chez toi? Ce qui t'a donné la permission ou la force de quitter le mariage? Bonne question. Alors, je dirais que c'était en partie une question de timing. J'ai presque eu l'impression de me réveiller d'un sortilège. Comme tu l'as dit, pendant 15 ans, je lisais. Je faisais des recherches sur Google. Je faisais des recherches sur Internet. Je lisais Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, Recevoir l'amour que vous souhaitez de Harvey Hendrix, L'amour et le respect, Les 5 langages de l'amour. Je lisais tout ça. Vraiment, John Gottman, tous ces auteurs-là. Tous les auteurs célèbres sur le mariage, je lisais leurs livres. En plus, on a fait une thérapie de couple. Je suis aussi allée consulter Sun. J'ai fait de l'EMDR, pensant à c'est le traumatisme de ces silences passés, m'empêchant d'être présente et de le voir autrement. Il dit avoir changé. Donc, si le MDR me libère de ce traumatisme, alors je vais... Mais la personne agit toujours pareil. Je paye pour du réti. Elle ne change pas. C'est comme... Maman, tu payes 200 $ par séance et elle ne change pas. Si tu ne lui fais pas confiance, c'est simplement qu'elle n'est pas fiable. La personne continue à agir de la même façon. Donc finalement, quand ça a vraiment fait tilt, vraiment, c'était au 15e anniversaire. Au 15e anniversaire, le traitement du silence a recommencé. Et c'était comme si je sortais d'une transe et que je disais « Ama, il a fait ça pendant la lune de miel !» Il le sait au 15e anniversaire. Pendant 15 ans, j'ai tourné en rond. J'étais très expressive. J'ai écrit des lettres. J'ai dit à voix haute que j'avais besoin que le traitement du silence s'arrête. 15 ans jour pour jour, cette personne continue à le faire. J'ai enfin compris. C'est fait exprès. Une personne en particulier ne change pas tout simplement parce qu'elle ne veut pas changer. Ce n'est pas un problème de santé mentale.
Ce n'est pas un problème de communication. Ce n'est pas un problème de gestion des émotions. C'est une question de choix. Cette personne fait un choix parce qu'elle veut faire ce choix. Tout à coup, ce 15e anniversaire, le timing, j'ai compris. C'est fait exprès. De plus, l'énergie hostile est devenue si intense qu'elle m'a littéralement poussé à fuir mon salon. C'est juste que cette personne m'a lancé un regard qui était tellement intense dans son hostilité que j'ai fui mon salon, là où il m'a lancé ce regard. J'ai verrouillé la porte, je me suis mise à genoux et j'ai prié Dieu de me délivrer. Et je sus que c'était fini. Ce regard d'hostilité était d'une telle intensité. Il n'y avait plus... Enfin, disons qu'avant, je pensais qu'on était sur la planète du mariage. C'était juste que, tu vois, disons qu'il est en Antarctique et moi à New York. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'on n'était même pas sur la même planète. Ce regard-là n'était même pas dans le même, sur la même planète, peut-être même pas dans le même univers qu'un mariage. Et j'ai su que c'était fini. Donc ça, c'était le point de rupture. Le 15e anniversaire de mariage. C'est tellement intéressant ce que tu as dit, à savoir que c'est arrivé pendant ta lune de miel. Et puis, il y a cette ligne droite jusqu'à votre 15e anniversaire. Donc, ta lune de miel a été la première fois où tu as vécu ça. Et ton 15e anniversaire a été le jour où tu as dit stop et où tu es parti. Et c'est incroyable de voir comment on peut traverser la vie en vivant cela. Je pense qu'en tant que femme, on fait ça très souvent. On le fait même au travail. C'est tellement important pour nous d'être perçues comme résilientes, de faire des efforts et de chercher des solutions pour que ça marche, même si au fond de nous, on sait que quelque chose ne va pas tout à fait. Et ce jour du 15e anniversaire, t'as dit, j'en ai assez, c'est terminé. Je pensais que je savais que ça allait me tuer. Donc c'est comme si Amat essayait de t'accrocher à ce rêve, à cet idéal et à cette identité, mais ça ne vaut pas ma vie. Je savais que ça allait me tuer. Il y a certaines femmes qui deviennent véritablement folles à cause de ça. Ma mère m'avait dit qu'au Ghana, il y avait des femmes qui devenaient folles à cause de mauvais mariages et qui se retrouvaient à errer totalement nues dans la rue. Je comprends de quoi elle parle. Ouais. Ça peut littéralement te rendre folle. J'ai rencontré quelqu'un dans un de mes groupes de divorcés qui m'a dit que son ex, c'est un couple américain blanc. Ce ne sont pas des Africains. Un couple religieux américain blanc. Elle a dit que son ex lui a fait la loi du silence pendant 9 mois. Elle était les deux. Ils avaient des problèmes de fertilité. Il voulait qu'elle fasse une FIV. Elle a dit, écoute, c'est à cause d'un faible nombre de spermatozoïdes. Le médecin a dit, tu peux faire toutes ces choses holistiques pour augmenter ton nombre de spermatozoïdes. Voyons si on peut y arriver naturellement avant de passer à la FIV, qui est tellement invasive pour le corps d'une femme. Il a arrêté de lui parler pendant 9 mois. Et moi, elle est allée en hôpital psychiatrique. Ça peut tuer des femmes. Donc, je veux dire, à quoi ressemble l'autre côté de ça? Bien sûr, tu te sens libre. C'est ce qu'Anna a accompli. Mais penses-tu que cela a véritablement changé quelque chose pour toi en ce qui concerne tes aspirations et ambitions pour toi-même, ta façon d'aborder le travail? Je vais parler du livre dans une minute. Donc, je sais qu'il y a le livre, mais oui, mais juste en termes de, comme tu peux l'imaginer, je sais à quel point ça peut être libérateur personnellement, mais aussi, comment cela t'a-t-il impacté sur le plan de ta carrière professionnelle? Handshake. Alors, premièrement, je dirais avant que la DI explose, je continuais ce que je faisais. Tu ne peux plus dire ces mots-là. Exactement. Avant qu'on arrive sur la fameuse liste noire des mots interdits. Cette incroyable capacité, on ne devrait jamais sous-estimer la force immense ainsi que la beauté profonde de pouvoir se présenter de façon authentique et de rester véritablement fidèle à soi-même. Oui. En tant que maman maintenant de garçons adolescents, j'ai un garçon de 16 ans et un garçon de 13 ans. Les gens sont choqués par le niveau de conversation difficile que je peux avoir sur le sexe, les relations, etc. J'aborde la maternité d'une manière complètement différente. Parce que cette même personne qui se sentait en conflit en lisant le livre sur les compétences sociales, cela dit, quand tu t'aimes, tu ne te permets pas d'être maltraité. Bien sûr. Maintenant, quelqu'un qui a vécu cela et qui dit « parce que je m'aime, je ne me permets pas d'être maltraité ». Donc ça me permet simplement d'être présente dans ma vie personnelle et professionnelle.
à un niveau d'authenticité, à un niveau de vérité qui n'a pas de prix, absolument inestimable. Donc, je dirais que c'en est clairement un. Deuxièmement, je dirais que je vais au-delà de la DEI, parce que pour moi, maintenant, mon travail consiste à écrire sur le silence radio, les relations toxiques et les abus, à créer des groupes de soutien pour les femmes, qui sont aussi des masterminds, dans lesquels nous responsabilisons les femmes sur ce qu'elles créent dans leur vie. Pour moi, même si cela va probablement en choquer certains, ils se disent t'as un JD, un MBA, une licence de Harvard. T'as travaillé, tu sais, en écrivant. Des points de vue différents? Je te l'ai dit. Pas fait tout ça pour maintenant te tourner vers un travail de groupe de soutien pour les mères qui subissent des violences. Mais je dirais que c'est comme ça que l'évolution s'est produite. Oui, c'est tout à fait ça. Tout le travail sur la DEI portait sur les abus, ce que je réalise maintenant. Tout cela confirmait les abus. Le racisme, c'est de la maltraitance. Le sexisme, c'est de la maltraitance. Le validisme, c'est de la maltraitance. Tout cela tourne autour des abus. Et pour te dire la vérité, le travail le plus puissant qui existe, c'est de permettre aux mères de guérir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que chaque individu et chaque être humain sur Terre qui déclenche des guerres, qui sème le chaos et qui crée des conditions de vie absolument horribles sur la planète, est en réalité le résultat direct d'un traumatisme profond. Et très souvent, nous les femmes, si nous ne participons pas au traumatisme, malheureusement nous l'encourageons malgré nous. Je suis pas en train de blâmer les victimes ici. Mais je viens justement de publier aujourd'hui un essai sur Medium et Substack, les 5 raisons pour lesquelles, 5 façons dont j'ai contribué à ma propre maltraitance. Je suis très honnête avec tout le monde. Je n'étais pas authentique. Je savais que je supportais pas cette personne, mais j'étais là à servir les assiettes. Bonjour, voilà pour vous. Voici votre assiette. Je n'étais pas authentique. J'avais fait du mariage une idole, alors que ce n'en était même pas un. Même si l'intimité était désastreuse, même si je n'étais pas aimée, même si je n'étais pas soutenue. Je m'accrochais juste à l'image. C'est une autre façon dont j'y ai contribué. Je me donnais pas la priorité. Comment vais-je pu me donner la priorité alors que je suis avec quelqu'un qui est méchant avec moi tout le temps? Si j'avais vraiment pratiqué l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en moi, j'y aurais mis fin. Donc, il y a tellement de façons dont j'ai permis que cela continue. Mais ne vous méprenez pas. Je pensais le faire pour de bonnes raisons. Je croyais ce que tout le monde dit. Reste pour les enfants, reste pour les enfants. Mais c'est complètement n'importe quoi. Le meilleur indicateur de la réussite d'un enfant, c'est la santé émotionnelle et mentale de sa mère. Et je ne me respectais pas. Je n'étais pas une bonne mère parce que je prenais pas soin de moi. Et tout cela, je le sais désormais, et je prie pour pouvoir aider des milliers d'autres mères à travers ces groupes à devenir enfin des femmes pleinement accomplies, capables de vraiment défendre leurs propres intérêts ainsi que ceux de leur famille. Et ce faisant, rendre le monde meilleur. Laissez-moi être un peu controversé pendant Juste une seconde. Un grand nombre de nos auditeurs sont actuellement installés en Afrique de l'Ouest. Et tout le concept de mettre fin à son propre mariage est encore assez... vous savez, ce n'est pas une conversation facile pour beaucoup de femmes ici de partir. Je veux dire, même dans votre cas, en tant que première génération, ghanéenne américaine, ça a duré 15 ans, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on dit à... Et bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à être soit les soutiens de famille, comme vous le savez sans doute, soit qui ont fait le choix d'être mères au foyer, ou pour qui la décision de mettre fin à leur mariage est bien plus difficile, même sur le plan financier. Alors, comment est-ce que l'on peut... Qu'est-ce qu'on leur dit? Je pense que c'est là que j'aimerais parler du livre un instant. De quelle manière est-ce que vous abordez tout ça? Vous avez réussi à trouver les mots justes pour décrire cette situation. Il est essentiel de bien comprendre que le fait de garder rancune n'était absolument pas un sentiment unique à votre situation personnelle. Malheureusement, il y avait beaucoup d'autres femmes qui traversaient exactement la même chose. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on dit aux femmes qui vivent des situations tout à fait similaires, mais qui peut-être n'ont absolument pas la même capacité à partir? Je suis content que vous ayez dit cela. Je ne minimise pas la situation. Même pour moi, mon ex-mari avait beaucoup de qualités. C'était un homme brillant, avec une formation d'ingénieur, brillant, créatif, un artiste visuel exceptionnel. Il avait de nombreuses belles qualités.
et c'était le principal soutien de famille. Bon, Je n'ai absolument jamais occupé de poste en CDI. Je suis travailleuse indépendante à mon propre compte depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et donc, d'accord. même pour moi, je dis pas que ça a été facile. Je dis pas que c'était facile. Je dis pas que c'était facile. Je ne savais pas. Mon argent ne l'est pas. Il n'était pas garanti, pour ainsi dire. Je dis pas qu'un salaire est garanti, mais ce n'était pas régulier ni garanti dans ce sens-là. De plus, je savais pas ce qui allait se passer, où j'allais vivre, comment j'allais pouvoir gérer tout ça. J'étais dans un état émotionnel catastrophique. J'ai décidé de quitter mon mariage en 2023. Ma mère est décédée du Covid en 2021. J'étais encore en plein deuil. Je dis pas que c'était facile, mais je dis que c'était nécessaire. Parce que ce que tu viens d'exposer, et ce à quoi beaucoup de femmes pensent, c'est oui, mais où est-ce que je vais vivre? Où vais-je aller? Comment vais-je gagner de l'argent? Si fait ceci, etc. Ce sont toutes, entre guillemets, des questions légitimes. Mais ce que je dis, c'est que ta priorité, c'est toi. Les femmes ne sortent pas de là indemnes. Elles développent des maladies auto-immunes. Elles attrapent des cancers et deviennent folles. C'est ta ressource la plus précieuse. Et j'en appelle aux femmes. Et dans mon livre, j'accompagne les femmes, je les guide à travers ce processus. Avoir la foi. Avoir la foi qu'elles vont trouver une solution et qu'elles vont s'en sortir. On n'appelle pas ça un saut de la foi parce que c'est facile. Ça, Un saut de la foi, justement parce que c'est difficile. Cela exige que tu mettes ta confiance dans le Tout-Puissant et non dans cet homme mauvais qui te traite ainsi aujourd'hui. Je dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est possible. Il y a des histoires et des histoires, des centaines de milliers, des millions de femmes qui se sont épanouies après un divorce. Toi aussi, tu y arriveras. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que très souvent, c'est nécessaire si tu veux préserver ta santé physique, émotionnelle, psychologique et spirituelle. Et je veux aussi dire ceci. Ce n'est pas neutre pour les enfants. Très souvent, nous reproduisons ce que nous avons appris. La relation de nos parents, pendant les 5 à 7 premières années de notre vie, sert de modèle. Je peux te raconter des incidents précis dans mon mariage qui reflètent des situations vécues dans le mariage de mes parents. Et ça, c'est juste ce dont je me souviens. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres situations qui relèvent de la répétition du traumatisme, mais je m'en souviens pas, donc je peux même pas t'en parler. Mais je peux te donner des exemples où j'ai littéralement reproduit cela d'une manière qui fait froid dans le dos, faute de meilleurs termes. Tu ne veux pas que ton héritage intergénérationnel soit de perpétuer ça. Tu ne le veux pas. Il faut invoquer le Tout-Puissant et trouver une solution. Je dis pas que c'est facile. non, ça n'est pas. Dis que c'est nécessaire. Il y a une chose que je voulais ajouter à cela, parce que tu as abordé quelque chose de vraiment important. Quand je parlais aujourd'hui avec l'ami qui m'a raconté son histoire sur WhatsApp, ça m'a vraiment sidéré. Une chose dont on a parlé, c'est que, parce que tu es dans cette situation, dans ton cas, depuis 15 ans, en tant que professionnel, tu dois quand même rester professionnel, mais tu t'adaptes un peu à la situation. Quand tu en es finalement sorti, as-tu constaté que tu devais désapprendre certains comportements que tu avais peut-être adoptés à cause de cette situation? À accent grave. 5 heures. J'ai absolument dû désapprendre. Je n'ai pas lu le livre. C'est un livre du genre Breaking the Habit of Being You ou quelque chose comme ça. Je suis encore en train de désapprendre. Je suis encore en train de désapprendre. Je suis encore en train d'apprendre à dire non plus souvent maintenant. À dire non plus souvent maintenant. Je suis encore en train de dire absolument. Je ne tolère plus ça maintenant. Parce que maintenant, j'en reconnais la cause. Le coup, C-O-U-T. Bien. Ce que c'est. Quand tu ne dis pas non, quand tu ne protèges pas ton énergie, quand tu ne repousses pas certaines choses, quand tu ne dis pas non, je ne le tolérerai pas. Maintenant, je vois le coup. Et donc, des gens m'ont dit, ils me disent, tu dis non plus souvent. Et je réponds, absolument, absolument, absolument. Encore une fois, ce n'est pas neutre pour les enfants. Ça a un impact dévastateur sur les enfants. Je crois, dans une certaine mesure, que dans de nombreux cas, la neurodivergence des enfants est le résultat d'avoir grandi dans ces foyers toxiques. Ouais, c'est vrai que, honnêtement. Ouais. Parce que réfléchis à ça. L'un de mes propres enfants
qui a été diagnostiqué avec, plus précisément, ce que les médecins appellent un trouble d'apprentissage non verbal. Ça veut dire qu'il ne perçoit pas la communication non verbale. Je regarde en arrière et j'ai tout reçu d'un coup. C'est entièrement de notre faute, à cause de cet environnement. Parce qu'il était là à me regarder sourire et dire « Voilà ton assiette, mon chéri », alors que mon énergie disait « Espèce de bon à rien, je te supporte pas parce que tu me fais sans cesse le coup du silence ». Comment un enfant qui ne parle pas encore peut-il s'y retrouver? Comment fait-il? Afin de mieux gérer cette dualité? La dualité d'avoir une énergie qui dit une chose, mais la voix et les mots en disent une autre. Tu dois choisir l'une des deux. Alors, il a choisi les mots. Du coup, c'est un programmeur informatique exceptionnel. C'est comme s'il était capable de percevoir toutes les nuances du langage. À tel point que, oh là là, quel était son premier jeu de mots? Son premier jeu de mots, quand il avait 2 ans et demi, je lui dis, ah, mon chéri, ton nez coule. Maman, mon nez ne coule pas. Mon nez ne coule pas. Il marche. Je suis trop drôle, maman. Je suis trop drôle. Il était comme ça, tout simplement. Il savait lire quand il était tout petit. Il lisait couramment. Littéralement, il savait lire. Mais c'est comme s'il avait cette obsession pour les mots plutôt que pour l'énergie. Et je crois vraiment que ça vient de cet environnement toxique. Et ça venait de mon hypocrisie entre mes paroles et ma réalité énergétique. Donc les conséquences sont ce qu'elles sont. Enfin, Dieu merci. Dieu est merveilleux. Dieu va restaurer tout ce que les sauterelles et les vers ont détruit. J'y crois vraiment. Je le revendique. Mais je manquerais à mon devoir si je ne savais pas connaître aux gens le prix à payer. Après ce que j'ai vécu, Je pense sincèrement que c'est une magnifique transition vers ton livre, intitulé Silenced to Soaring. oui, bien sûr. Dis-moi, enfin, nous allons recommander ce livre comme ressource après notre conversation d'aujourd'hui. Je pense que ce serait très utile pour beaucoup de femmes professionnelles qui font face à des problèmes similaires dans leur vie personnelle. Je veux dire, nous savons ce qui t'a poussé à l'écrire. C'est un cahier d'exercices. Pourquoi as-tu choisi d'aller dans cette direction plutôt que d'écrire un livre qui raconte simplement ton histoire, par exemple? Je suis vraiment tellement ravie que tu puisses dire cela. Je voulais pas simplement partager mon propre récit comme si, premièrement, c'était la seule histoire. Et puis, je voulais aussi éviter de diaboliser qui que ce soit. Encore une fois, hein, mon ex-mari, le père de mes enfants, a beaucoup de belles qualités. C'est quelqu'un de très brillant, très créatif. Créatif, artiste talentueux. Il n'est pas responsable à bien des égards. Que Dieu le bénisse. Le sujet, ce n'est pas lui et ce n'est pas moi. Le sujet, c'est le schéma. Je vais le répéter. Le sujet, ce n'est pas moi et lui. C'est le schéma. Et je veux que les gens identifient ces schémas, ces traumatismes intergénérationnels dans leur vie, afin qu'ils puissent guérir et créer une vie meilleure, un meilleur héritage pour leurs enfants. Je voulais que ce soit un cahier d'exercices, parce que cela empêche les gens de lire passivement, comme s'il s'agissait d'un roman. Je veux qu'ils s'impliquent vraiment. Ils vont devoir répondre à des questions. Quel impact le traitement du silence a-t-il eu sur moi physiologiquement? Quel impact cela a-t-il eu sur moi émotionnellement? De quelle manière ai-je répété la relation de mes parents? Je veux que les gens aillent vraiment en profondeur, qu'ils fassent le travail et qu'ils cheminent. Cela guide les femmes à travers un processus de... Premièrement, identifier le traitement du silence comme une forme d'abus. Deuxièmement, reconnaître l'abus caché comme un abus. Troisièmement, faire le deuil de la relation qu'elle pensait avoir et qu'elle désirait. Parce que même lorsqu'un mariage est toxique, le chagrin est réel. Parce que l'espoir n'est plus là. J'avais fait tout ce travail en espérant qu'un jour j'atteindrais une forme d'humanité dans le mariage. Et je n'y suis pas arrivée. Alors, le deuil. Ensuite, bien sûr, analyser le passé. Parce que je crois vraiment, et les psychologues me soutiendront, beaucoup de tout cela prend racine dans notre propre enfance. Comment avons-nous perçu les relations, la romance et l'amour, n'est-ce pas? Donc, revenir à ce traumatisme d'enfance et comprendre où les graines de cette tolérance ont été semées, ainsi que le passé, en ce qui concerne le conditionnement culturel et le formatage culturel de ce qu'on nous a dit être acceptable ou non, se tourner vers le présent et se demander quelles sont les ressources disponibles maintenant. Avocat spécialisé en divorce, accompagnement pour le divorce. Quoi que ce soit, quelles sont les ressources que vous mobilisez en ce moment pour, en quelque sorte, reprendre le contrôle de votre vie? Et puis, bien sûr, l'avenir, créer cette vision et ce plan pour ce à quoi vous voulez que votre futur ressemble. C'est ça, le processus. Comment as-tu surmonté cela? Je sais pas si tu as ressenti ça, mais je vais quand même poser la question.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que femme africaine, en tant que femme noire, on nous a très souvent appris à baisser la tête, à simplement accomplir notre travail quotidien. Ne parle pas de ces choses-là. Je crois que tu as mentionné cela au début de l'émission. Comment as-tu surmonté ça? Tu vois ce que je veux dire? Décider de te mettre en avant, de mettre ton histoire sur la place publique. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu t'es inquiété de l'impact que cela pourrait avoir sur les membres de ta famille autour de toi? Ou bien étais-tu arrivé au point de te dire, «C'est à propos de moi, c'est mon histoire et je vais la partager»? Non, c'est une excellente question. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait à la légère. Je veux dire, avant tout, c'est surtout une question de ma relation avec Dieu. Quand j'étais là, dans ma chambre, en train de pleurer et de supplier, quand j'ai vécu cette hostilité, en gros, je disais à Dieu, tire-moi de là, souvent. Et je témoignerai. Vraiment, sans détour. Non, ce n'est pas confortable. Je sais que mon frère est probablement très mal à l'aise que j'en parle. Parce que, bien sûr, ça porte préjudice. L'image. Je me souviens de la première fois où il y a eu un événement familial et que je suis arrivée en ayant l'air fabuleuse. On me demandait « Où est ton mari ?» Je répondais que je divorçais. Et puis plus tard, je rentrais à la maison avec mon frère. Je me disais « Ouais, mon mari, il est parti. » Et je lui ai parlé du reste silencieux. D'où son départ. Il faisait ça tout le temps. Je l'ai dit à tous. Au retour, mon frère demande « Pourquoi dire que tu divorces ?» Et je lui réponds « Parce que c'est la vérité. » Parce que c'est la vérité. La raison pour laquelle il n'est pas avec moi à ce mariage, la raison pour laquelle il n'est pas avec nous en vacances en famille au Mexique, c'est parce que je suis divorcée. Nous sommes. Ils sont actuellement en plein milieu d'un processus de divorce. Il y a quand même, je ne dis pas que t'as fait ça sans aucune répercussion. Non, bien sûr qu'il y a eu des répercussions. Mais encore une fois, je pourrais pas dire que je suis quelqu'un qui veut faire avancer la conscience humaine et améliorer notre monde. Si je reste assise à laisser les femmes subir ce genre d'abus sans même s'en rendre compte. Pendant 15 ans, comme on en a parlé, UJ, j'y ai pris. Chercher et encore, sans rien trouver. Aller voir des thérapeutes et ne rien trouver non plus. Je dois maintenant être la personne qui propose un leadership d'opinion pour que cela n'arrive plus à quelqu'un d'autre. Si je restais silencieuse et que je ne publiais pas d'essais, de livres, de TikTok ou d'Instagram à ce sujet, tu sais ce qui se passerait? D'autres personnes se retrouveraient dans cette situation pendant des années, sans savoir ce que c'était, sans comprendre ce que c'est. Oui, et Ama, où peuvent-ils trouver le livre? Voilà. À 100%. Le livre Silence to Soaring, écrit par moi, Amaka. Carrie, il est disponible sur Amazon. En plus, nous avons une communauté sur School. Je t'enverrai le lien pour que tu puisses l'inclure dans le podcast, où ils pourront lire le livre gratuitement. Il y a aussi un cours en ligne, où c'est juste moi, tu vois, qui parle comme ça du livre. Et ce qui m'enthousiasme le plus, ce sont les groupes de soutien. Donc tu peux participer à un appel de groupe de soutien gratuit. J'en propose des gratuits pour que les gens puissent voir à quoi ça ressemble. Ce sont des cercles de soutien Soaring Sister, où chaque semaine, on va te demander ce qui émerge pour toi émotionnellement. Mais surtout, on va te demander ce que tu es en train de créer dans ta vie. C'est la partie triste. Par exemple, quand je traversais ma crise, quand j'ai enfin quitté la section mariage, que je suis passée à la section violence domestique, puis à la section psychologie du traumatisme, à un moment donné, j'ai eu l'impression de vivre un cauchemar psychologique parce que tellement de choses que je lisais me confirmaient. Par exemple, que se passe-t-il pour la fille aimée? Etc., etc. Tous les schémas étaient vraiment pile poil exacts. Et c'est comme si ce sont des psychologues qui parlent de phénomènes humains qui se produisent partout dans le monde, n'est-ce pas? Ils pourraient écrire en Europe. Ils pourraient écrire en Asie. Ils observent les mêmes phénomènes. J'étais vraiment choquée. J'étais absolument stupéfaite. Mais une partie du fait de sortir de cette matrice, pour ainsi dire, de traumatisme et de schéma intergénérationnel, c'est de reprendre ton propre pouvoir en ce qui concerne ce que tu peux créer toi-même. Donc, je prends position pour que les mères créent une vie meilleure pour elles-mêmes et leurs enfants. Et c'est justement l'objectif du groupe de soutien. Avoir un animateur formé chaque semaine qui demande où en es-tu avec ce livre? Où en es-tu avec cette entreprise? Où en es-tu dans ta recherche d'emploi? Et c'est abordable parce que c'est du coaching de groupe. Et je pense vraiment que c'est ça qui va faire bouger les choses en termes de guérison des mères et de création d'une vie meilleure pour elles-mêmes et leurs enfants. C'est incroyable. Je veux dire, je suppose que ça m'amène à la conclusion. On va revenir à notre conversation de départ. Tu as passé de nombreuses années à chercher les mots, comme tu l'as dit, et tu as fini par les trouver. Tu as écrit le livre.
t'enseignes maintenant aux autres, ce qui est vraiment formidable de redonner de cette façon. Tu t'es présenté à une élection, tu as toutes ces réalisations et tu es assis ici aujourd'hui. Et quand tu repenses à cette période, quel a été le véritable coup dans ton travail, dans ton ambition, dans ta confiance et dans la version de toi-même qui aurait peut-être pu émerger plus tôt? Tu te souviens de ce que j'ai dit sur le fait qu'on ne mesure jamais ce qui n'a pas été accompli à cause du manque de soutien? Est-ce qu'il t'arrive parfois de prendre le temps de réfléchir à qui Alma aurait pu devenir si tu avais pu bénéficier du soutien nécessaire et de l'appui de ton partenaire à l'époque, si tu n'avais pas dû traverser toutes ces épreuves difficiles? Ce cycle de, tu sais, malveillance et de silence. Ah, 100%. Je veux dire, je suis reconnaissante. Je me regrette rien. Pourquoi est-ce que je ne regrette rien? Mes deux très beaux, magnifiques, guéris, en bonne santé, jeunes hommes parfaitement intégrés du royaume, mes deux beaux jeunes hommes, ils sont le fruit de ce spermatozoïde et de cet ovule à ce moment-là. Donc je ne regrette absolument pas le mariage. Je suis reconnaissante pour ce mariage. Je suis reconnaissante pour ce que ça m'a appris. Et j'ai hâte de devenir la vraie moi. La personne que je suis, sans le mécanisme de vouloir plaire aux autres. Sans l'idolâtrie du statut et du mariage. J'ai hâte de devenir cette personne. Et j'ai hâte de connaître maintenant un amour sain. Parce que maintenant, et c'est vraiment un point important, parce que tellement de gens ne se font pas confiance. Il a fallu toute cette horreur pour que je dise « je ne le tolérerai plus ». Je m'en fiche si je me marie 5 fois et que chaque mariage ne dure qu'une semaine. Dès que tu me montres. Dès que je... tu me montres ça, ne me parle surtout pas. Je suis déjà en train de fuir. Oui, dès que tu me montres que c'est ton esprit, l'esprit de domination, de contrôle et de manipulation. Dans le christianisme, on appelle ça l'esprit de Jézabel et l'esprit de Léviathan. Dès que tu me montres que tu as cet esprit, au revoir. Je n'ai plus rien à dire. Mais pendant 15 ans, je n'avais pas les mots. Je savais pas ce que c'était. Alors j'ai continué à chercher et à chercher, à lire et à lire. Mais maintenant, c'est identifié. Le livre, celui que j'ai lu, tu m'as enfin fait sortir du rayon mariage pour aller vers le rayon violence domestique. Il s'appelle « Pourquoi agit-il ainsi ?» par Landy Bancroft. Et il dit que durant toutes ces décennies à travailler avec des hommes violents, à leur donner des formations, des thérapies, etc., il affirme que 95% d'entre eux ne changent pas, parce qu'ils n'en ont pas envie. La violence a beaucoup d'avantages. Imagine que quelqu'un soit là pour cuisiner, faire le ménage, s'occuper de tes enfants, pendant que toi, tu voyages, tu te détends, tu vis la belle vie et tu profites de tous les avantages sans aucune des responsabilités. Ce n'est pas facile à abandonner. Oui, tout à fait. Waouh. Emma, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous. Je sais qu'il y aura tellement de femmes qui vont vraiment bénéficier de la conversation d'aujourd'hui. Et encore une fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, renseignez-vous sur Emma Karikari et son livre Silence to Soaring sur Amazon. Et merci beaucoup Emma de nous avoir rejoints pour cet épisode de Don't Let the Smile Fool You. C'est l'incarnation même de Don't Let the Smile Fool You. Alors, merci beaucoup d'être venu. Merci. Excellent. Merci. Merci. Beaucoup de nous avoir écoutés. C'était le premier épisode de Beneath the Smile, ma nouvelle série au sein du podcast Don't Let the Smile Fool You. Le cahier d'exercice d'Emma, Silenced to Soaring, est disponible sur Amazon et nous inclurons plus d'informations dans l'émission. Des notes sur sa communauté et tout ce qui accompagne le livre. Il y avait tellement de choses dans cette conversation. C'était vraiment un super échange, mais aussi un sujet difficile à aborder. Mais une question me reste en tête, et j'ai demandé à Amadeus quel est le prix à payer quand l'endroit censé te ressourcer est un lieu où tu ne peux pas vraiment être toi-même. C'est vraiment quelque chose à méditer. On se retrouve au prochain épisode.